Alors, bonsoir, mesdames les mairesses, bonsoir, messieurs les maires, et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent, qui débute à l'instant même, soit à 19h40, en ce mercredi 3 juin 2020. Selon l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril, il est possible de tenir les séances du Conseil de la MRC par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Alors, quand on dit par tout moyen, c'est par présence physique, par présence conférence téléphonique ou par visioconférence. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC dans les prochaines 48 heures, permettant ainsi à tous les citoyens et toutes les citoyennes d'y accéder. Alors, pour débuter la séance extraordinaire, je procéderai à la prise des présences. Assiste en personne à la séance extraordinaire au bureau de la MRC, situé au 6 rue King, bureau 400 à Huntingdon, M. Pierre Poirier, préfet suppléant et maire de Manchester. Je suis présent. Madame Linda Gagnon, mairesse de la municipalité de Dundee. Monsieur Douglas Brooks, maire de la municipalité de Franklin. Présent. Monsieur Denis Anderson, maire de la municipalité de Havelock. Présent. Madame Caroline Cameron, mairesse de la municipalité de Hinchinbrook. Monsieur Richard Redby, maire de la municipalité de Hawick. Présent. Monsieur Jacques Lapierre, maire de la municipalité de Ormstown. Monsieur Giovanni Moretti, maire de la municipalité de Saint-Anicet. Présent. Par visioconférence, Monsieur André Brunette, maire de la ville de Huntingdon. André Brunet, présent. Madame Agnès McKell, mairesse de la municipalité de Très-Saint-Sacrement. Present. Madame Deborah Stewart, par visioconférence, par conférence téléphonique. Madame Deborah Stewart, mairesse de la municipalité de Elgin. Present. Monsieur Jean-Gilles Dagenet, maire de la municipalité de Saint-Christophe et Saint-Vincent. Également présent en personne, Monsieur Laurent Lampron, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Présent. Ainsi que Madame Chantal Isabelle, directrice générale adjointe et greffière de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, suite aux présences, et moi-même, pardon, j'avais oublié, moi-même, Madame Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, si vous le permettez, nous allons passer à l'ordre du jour et au document afférent. Au point 1, ouverture de la séance est proposée par M. Denis Anderson et appuyé par M. Richard Redby. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Comme c'est une séance extraordinaire, il n'y a aucun point qui sera ajouté et c'est proposé par Mme Linda Gagnon et appuyé
par You are M. unmuted. Brunet. Période de questions générales de l'Assemblée. Alors, comme c'est une assemblée à huis clos sans la présence de citoyens ou de citoyennes, évidemment, il n'y a pas de période de questions. Par contre, il était possible pour les citoyens et citoyennes de soumettre leurs questions au plus tard le 2 juin 2020 à 16h30. Et là, je demanderai à M. le directeur général si nous avons reçu des questions. Aucune question n'a été soumise. Aucune question, c'est bien. Nous sommes rendus au point 4. Administration générale en 4.01. Adoption du règlement relatif à la déclaration de compétence de la MRC du Haut-Saint-Laurent en matière de transport collectif. Alors, attendu l'avis de motion relatif au présent règlement donné lors de la séance du 18 mars 2020. Attendu le dépôt du projet de règlement donné lors de la séance du 13 mai 2020. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de ce projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, je recevrai une proposition afin d'adopter le règlement de la MRC du Haut-Saint-Laurent relatif à la déclaration de compétence de la MRC You are unmuted. de transport collectif tel que déposé. Alors, c'est proposé par M. Jacques Lapierre et c'est appuyé par M. Douglas Brooks. I have muted. You are unmuted. Deborah Stewart, I have a question. Oh, yes, yes. With the 4.01 on the adoption of the bylaw for the jurisdiction of the MRC de Haute-Saint Laurent in the matter of the collective transport. Reading one of the sections, I see that all of the municipalities have to pay into it, and I can't remember when it was back when we were allowed to opt out of it, because I remember Dundee and Elgin, we adopted out of it. So is it my understanding we're not allowed to adopt out? Deborah, I'd like to remind you that the opting out you have decided, both of you, Dundee and Elgin, is regarding this year's contribution to the EXO share of the cost, not for the future. So, in this case, for this bylaw, there is no opting out. Madame Gagnon? Par contre, je comprends que ce règlement-là, on donne à la MRC une déclaration de compétence. Quand j'ai le droit de faire l'application. I'm not hearing anything. Sorry, I'm telling that on va adopter ce règlement-là pour la compétence de la MRC, mais par contre, quand on va arriver sur la mise en place des services, il y aura des discussions à avoir. Parce que là, c'est comme si on changeait un petit peu de pour ça. On est toujours dans la théorie. On est toujours dans la théorie, on est toujours dans le cadre juridique. Ce soir, c'est la dernière étape. Après ça, on va tomber dans la mise en œuvre à l'application. Quand on sera mis en œuvre, on aura des droits, on aura des OK. Au point 4.02, c'est exactement, on pourrait dire la même chose, le même règlement, mais ça concerne le transport adapté. Alors, il y a eu l'avis de motion qui a été donné le 18 mars dernier, le dépôt du règlement qui a été donné à la séance du 13 mai 2020. Le projet de règlement vous a été soumis, vous en avez pris connaissance et vous renoncez à la lecture ce soir. Et ça me prendrait un proposeur appuyable pour adopter le règlement de la MRC du Haut-Saint-Laurent relatif à la déclaration de compétence de la MRC du Haut-Saint-Laurent en matière de transport adapté. Alors, c'est proposé par M. Pierre Poirier et appuyé
Gagnon. Merci. 4.03, c'est une modification à la résolution numéro 9741-07-20, récupération M-Art incorporée. Alors, cette résolution-là a été adoptée le 13 mai 2020, autorisant un paiement à récupération M-Art incorporée pour un montant de 358 000 et 91, c'est quand même pas si cher que ça, pour les mois de mars et avril 2020. Alors, la facture de récupération M-Art incorporée après vérification ne couvrait que le mois de mars 2020 et il aurait fallu lire un montant de 169,45 au lieu de 358,91 pour le mois de mars 2020. En conséquence, il faudrait modifier notre résolution en autorisant le paiement de la facture 57,085 à récupération M-Art au montant de 169,45 taxes incluses. Monsieur Anderson en fait la proposition et Monsieur Moretti appuie. J'ai Monsieur Lapierre qui a une question. Oui, bonjour, madame. Je répète la question, puis on se rapporte au point 4.0. Parce que... on revient en arrière, oui. La seule chose que je voulais dire, avec du stress, c'est exactement la même chose, sauf un élément, c'est que oui, c'est vrai, vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Effectivement, c'est toutes les municipalités sauf celle de Saint-Christophe pour le transport RST. Merci, M. Lapierre. Pour 4.03, M. Lambron, on est correct? Au point 5, ressources humaines. En 5.01, secrétaire de direction, nomination. Alors, vous avez le libellé, mais je demanderai à M. Lambron de nous en parler un petit peu plus longuement du nouveau poste, de la nouvelle personne qui va occuper le poste de secrétaire de direction. Alors d'abord, je vais faire un commentaire sur le passé. Vous savez, Diane quitte le 31 mai. Officiellement, elle est déjà sortie. Mais par une entente que nous avons avec elle, elle quittera officieusement le 8 juillet prochain. Le 7 juillet prochain. On a une entente avec elle de prolongation d'un mois et demi à peu près, compte tenu justement de la situation du coronavirus, qui nous a amené à ralentir le processus de recrutement. Et donc, dans ce contexte-là, elle a accepté de prolonger d'un mois et demi. On avait entrepris le processus pour le recrutement d'une remplaçante à Mme Thierry. Le comité de sélection qui était formé de Chantal, Isabelle, moi-même et Diane Carrière s'était rencontrés une première fois un peu avant la date du 18 mars dernier pour rencontrer une première personne. Et on n'a pas eu le temps de rencontrer les autres personnes. Les 4 dernières entrevues ont eu lieu la semaine dernière. Alors, le comité de sélection a rencontré donc 5 candidats. Et après discussion et après évaluation des candidats, on est arrivé à la recommandation de Mme Sandra Desté. Mme Sandra Desté-Joly est présidente de Saint-Elisabeth. Elle travaille actuellement du côté de Vallée-Vallée, si je ne pas mémoire. Donc, elle a accepté de se joindre à nous à compter du 3 juin prochain. Donc, pendant les quelques premières 4 ou 5 semaines, Mme Thierry et Mme Desté-Joly travailleront de très proche, rester bien sûr suivre l'orientation sanitaire, pour assurer le transfert de connaissances et de responsabilités depuis l'harmonisation. Alors donc, la recommandation est de modifier le plan d'effectif, de nommer Mme Sandra Joly à partir de titre de secrétaire de direction, qui vient de l'approbation de un an, et que ce soit le nombre d'heures actuelles, que ce soit Mme la préfète de compléter le texte de résolution. OK?
Alors, on était rendu à que la nomination soit effective à compter du 8 juin, qui est lundi prochain, et sujette à une période de probation d'une année qui va se terminer le 7 juin 2021. Que le nombre d'heures pour la prestation de services professionnels par la titulaire du poste secrétaire de direction soit de 34 heures et demie par semaine, soit une semaine complète de prestation de services professionnels. Et évidemment que la rémunération annuelle de la titulaire de ce poste soit conforme à une entente à venir entre le directeur général et secrétaire trésorier d'une part et la titulaire d'une autre part, plus les bénéfices marginaux, les avantages sociaux habituels et ça compris du 8 juin 2020. Madame Gagnon. Je voulais juste bien assurer pour revenir en que le plan d'effectif soit modifié sans cause des actes. Non, le plan d'effectif, là, on va devoir le refaire totalement. Parce que depuis la modification du plan d'effectif, qui remonte au moment où on a restructuré l'organisation, on remonte à juillet 2018, là, il y a eu plusieurs amendements au plan d'effectif depuis ce temps-là. Alors, j'ai l'intention de vous soumettre une nouvelle version du plan d'effectif pour le rendre virtuel. D'où on repère toujours au 2018, qui est la base du plan d'effectif. Après ça, il y a eu plusieurs modifications. Mais pour ce poste-là, Non, dans le plan d'effectif de 2018, il n'y a pas eu de changement de désignation de poste. En fait, on change la titulaire. c'est ce que je voulais m'assurer. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Caroline Cameron fait la proposition. Ça me prend un appuyeur. Monsieur Gino Moretti. En 5.02, agence au développement social, alors c'est une autre nomination. Je céderai la parole à monsieur Tampron. Alors, ici aussi, il s'agit de procéder à la nomination. Ici, c'est toute la création de Alors donc, on se rappellera qu'il avait été convenu que l'actuel titulaire du poste d'agent de développement social, qui a aussi la responsabilité du transport collectif et des communications, on avait convenu de scinder le poste en deux pour lui permettre de se consacrer à la mise en œuvre du projet de transport collectif et aussi d'autres fonctions en communication. Alors, ce qui fait que ce soir, on procède donc et à la création du poste et à la création et à la nomination du titulaire. Donc, dans ce sens-là, le plan d'effectif est modifié à 2 minutes. Alors donc, il s'agit de procéder à la nomination de Mme Julie Charbonneau. Là encore, peu avant la date du 8 mars dernier, on avait entrepris le processus de recrutement pour le poste. On avait reçu 8 ou 9 candidatures. On avait retenu 4 ou 5. On a formé un comité de sélection. Mme Gagnon s'est jointe au comité de sélection. Mme Annie Goyette, qui est le directrice organisatrice communautaire, est également avec le comité de sélection. Annick Lacroix était le comité de sélection, ainsi que Chantal et moi-même, qui formons le comité de sélection, qui fait donc 5 sur le comité de sélection. On avait retenu 4 candidatures avant l'histoire du coronavirus. On a perdu en cours de route pendant cette période-là 2 candidates qui se sont discutées. Alors, il en restait 2. Nous avons donc reçu une candidate, Mme Charbonneau, qui venait de Châteauguay, et une seconde candidate qui venait de Wendake, pour les jeunes Québec. On a eu, je pense, de très bonnes rencontres avec les 2 candidates, 2 excellentes candidates. Je dirais, là où Mme Charbonneau se distinguait, c'est sa connaissance du territoire, sa connaissance des mandats, sa connaissance des enjeux. Elle a travaillé, entre autres, pour concertation. Alors, elle connaît déjà beaucoup de partenaires, elle connaît déjà beaucoup d'intervenants du milieu du développement social et elle va rentrer, je pense, dans le poste comme le poisson dans l'eau assez facilement. Et je m'attends à ce que le transfert de responsabilité dans ce
Annick et elle, là, se fassent de façon présente. Alors, j'en fais dans le plan. Alors que le plan d'effectif de la MRC du Haut-Saint-Laurent adopté par la résolution 20-05-18 le 2 mai 2018 soit modifié pour tenir compte de la présente résolution et ce à partir du 15 juin 2020. De nommer Mme Julie Charbonneau à titre d'agente au développement social, selon les termes et modalités d'une entente à faire entre la direction générale et Mme Charbonneau, que cette nomination soit effective à compter du 15 juin 2020 et sujette à une période de probation unanime se terminant le 14 juin 2021, que le nombre d'heures pour la prestation de services professionnels par la titulaire du poste agent au développement social soit de 34 heures et demie par semaine, soit une semaine complète de prestation de services professionnels, et que la rémunération de la titulaire de ce poste soit conforme à une entente à venir entre le directeur général et le secrétaire d'intérieur d'une part et la titulaire d'autre part, plus les bénéfices marginaux et avantages sociaux habituels, et ce à compter du 15 juin 2020. Alors, c'est proposé par Deborah Stewart. Deborah Stewart et appuyé par Mme Gagnon. J'aurais une question. Monsieur Brunet, vous avez une Est-ce question. que M. Lampron allait revenir avec l'approbation du salaire du Conseil des maires? Je n'ai pas compris la question, André. Est-ce que vous allez revenir pour approuver le salaire des deux candidats retenus au Conseil des maires? Il n'est pas dans les pratiques de faire cela. On a une politique de gestion de ressources humaines. Par contre, à chaque année, je vous soumets le tableau des salaires récapitulatifs du sommaire de l'ensemble de l'équipe. À ce moment-là, je vous soumettrai. Mais on est dans le cadre de la politique, on est dans le cadre du budget. J'ai peut-être mal compris. J'ai dit que, comme dans toute nomination, dans tout cas, le salaire est d'abord négocié entre la direction générale et l'employé. Je suis guidé par la politique sur les ressources humaines et par le budget que vous avez adopté là, en janvier dernier. Quand on présente le budget, à chaque année, je vous présente un tableau sommaire, un tableau sommaire de toute la rémunération de toute l'équipe. Là, les salaires sont partagés avec vous dans le tableau global qui sert à la planification budgétaire de l'organisation, à l'intérieur des limites du budget. C'est conforme aux pratiques de ressources humaines normales. On n'est pas dans un poste de cadre ici, là. On est dans un poste de professionnel. Alors, on poursuit au point 6, développement économique, social et culturel, en 6.01, programme d'aide d'urgence aux PME, petites et moyennes entreprises. Et les documents ont été déposés séance tenante. En fait, M. le directeur général va nous faire l'état de la situation. On se souvient que notre MRC a eu l'octroi d'un prêt pour venir en aide, un programme d'aide d'urgence aux PME d'un montant de 668 605 $, qui ça a été annoncé par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, et qui a été offert aux PME de notre région. Et là, je laisse la parole à M. Lampron. C'est la raison principale de la rencontre de ce soir, le Conseil spécial de ce soir. Lorsque, en avril dernier, on a signé un contrat de prêt de 665 000 $ avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, on s'attendait à avoir énormément de demandes de prêts d'urgence. On a même, je me
réaliser que lors de la rencontre du 13 mai, vous avez ratifié la signature de Mme Brun le 14 avril dernier. En début de mai, on en était rendu à 23, 24 demandes de promoteurs et d'entrepreneurs. Or, il s'est produit des situations qui n'étaient pas prévues et qui nous sont exposées ici dans ce document. Alors donc, je vous rappellerai là, que le 13 mai, c'est-à-dire à la signature de Mme Lebrun, on est venu attacher un contrat de prêt de 668 605 $ entre la MRC et le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Aujourd'hui, nous avons déjà reçu le premier 50%, donc 334 000 $ dans nos cas pour cette personne. Au moment de ratifier le contrat, 24 promoteurs et entrepreneurs du territoire avaient signifié leur intérêt à obtenir un prêt de la part de la MRC dans le cadre de ce projet. C'est à ce moment-là qu'on a produit un guide de gestion. Je l'ai déposé le 13 mai dernier. Et je peux vous certifier que le guide de gestion, on l'a beaucoup simplifié par rapport au modèle québécois et par rapport au modèle d'autres MRC, je pense, en Afrique. Donc, on l'a rendu moins exigeant. C'est aussi à ce moment-là qu'on a mis en place un comité d'urgence formé de 4 professionnels, Alexandre Ratico, David Rousseau, Joanne Belrose-Messier et Sarah Remy, appuyés par Chantal et moi-même, et aussi Louise Gendron et Nathalie Compagnie. Donc, on avait créé une espèce de task force pour bien travailler sur le caractère urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réalisé depuis ce temps-là 2 suivis. C'est-à-dire qu'un premier suivi auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation a été fait le 24 mai 2020. Et j'en ai produit un deuxième le 1er juin. Donc, sur le suivi du 24 mai, on a identifié 24 entreprises en demande. Elles sont toutes listées. Et leur coordonnées également. Mais déjà, à cette date-là, on avait 12 demandes qui avaient été abandonnées ou retirées. Pourquoi? 6 d'entre elles ont soumis, 6 entreprises ont soumis des demandes au programme fédéral, du Fonds d'urgence fédéral pour les entreprises. 40 000 $. Une demande a été soumise à la financière agricole. Et 5 demandes ont été retirées compte tenu de ce que les promoteurs considéraient comme très exigeantes pour les pays ou encore que le programme ne répondait pas à leur demande. Donc, pour 24 mai, on avait toujours 12 demandes potentielles. Au 1er juin, sur les 12 demandes potentielles, 5 ont été abandonnées ou retirées. 2 ont été soumises au programme Fonds d'urgence fédéral pour les entreprises. 3 demandes ont été retirées parce que des entrepreneurs ont fait des demandes, des exigences. Le programme comme ayant des exigences trop élevées ou que le programme ne répondait pas à leurs attentes. Et 7 demandes étaient toujours actives. Ce soir, dans les demandes plus seules. Le X, là, est remplacé par une demande. Vous êtes présenté au cours de la présentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tournez la page et aller à la next. Je vous ai présenté ici, en comparaison, des 3 programmes qu'on pourrait considérer comme concurrentiels. Mais moi, je n'aime pas ce mot-là. Je veux dire, le meilleur programme pour l'entrepreneur, c'est celui dans lequel on va l'orienter. Si l'entrepreneur, pour ses besoins et ses objectifs, a besoin de programmes fédéraux, qu'il aille. Alors, le principe que j'ai mentionné aux membres du comité d'analyse du groupe d'urgence, orienter les entrepreneurs et les promoteurs vers le programme qui est le plus avantageux pour l'entreprise. Pas pour la MRC, pas pour le gouvernement du Québec, pour l'entreprise. Alors, notre programme à nous, le programme québécois d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises,
promu par le ministre Philippe dans toute l'urgence le 1er avril, ben, c'était jusqu'à 49 999. C'est un taux d'intérêt de 3 C'est un moratoire de 3 mois sur le capital des intérêts, plus un moratoire de 3 mois sur le capital. C'est une période de remboursement de 36 mois. Après le moratoire de 6 mois sur le capital, il peut être jumelé au programme. Mais si votre besoin est de 35 000, le besoin de l'entreprise est de 35 000 il peut aussi s'adresser au programme fédéral du Fonds d'aide relance région. Par hasard, par pur hasard, aussi appelé PHARE. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est la Société d'aide au développement de collectivités du Suroît-Sud qui gère ce programme-là au nom du gouvernement fédéral. Le montant de l'aide, c'est jusqu'à 40 000. Alors, vous êtes un entrepreneur là, qui demande 35 000. Aucun intérêt applicable jusqu'en décembre 2022. Puis, si prêt non remboursé au 31 décembre 2022, taux préférentiel s'applique prime rate. Alors, déjà, là, il y a une différence fondamentale. Dans notre cas, le congé d'intérêt de 3 mois, ici, est de 1 an et demi. Nous, c'est un taux d'intérêt de 3 Le prime rate, aujourd'hui, la Banque du Canada le met plus à 0,25 Alors, ça fait un taux de 2,25 Donc, on n'est pas concurrentiel sur 2 points. L'intérêt, moratoire sur l'intérêt de quelqu'un. En plus, si vous payez 75 du montant octroyé, sur mon 35 000, si je paye 75 le 31 décembre 2022, l'entrepreneur a droit à ce que 25 du prêt soit transformé en subvention. Si vous ne payez pas, le remboursement complet se fait le 31 décembre 2025 et on ne doit pas avoir de nous comme programme. Le deuxième programme fédéral du Fonds d'urgence pour les entreprises, comment il marche? L'entrepreneur s'adresse à sa caisse ou à sa banque. Il dit, là, tu vas aller me chercher un prêt garanti par le fédéral, mais qui est présenté par la banque, qui est présenté par la caisse fiscale. Ça fait longtemps que le fédéral fait ce genre de choses. Il en faisait à l'époque également. La société de l'entreprise. Jusqu'à 40 000 Donc, il s'agit d'un prêt garanti par le ministre des Finances du Canada auprès de la banque pour avantager leur épargne. Aucun intérêt n'est applicable jusqu'au 12 décembre 2022. Puis, si le prêt n'est pas remboursé au 31 décembre 2022, ce sera le taux applicable par la financière, plus 3-4 selon l'évaluation du risque par la banque. Et ne pas avoir tenu de financement en commun. Alors, moi, je parle de personnalité. Comme contribuable, je suis très content que les entreprises aillent vers le fédéral. Comme gestionnaire de la MRC, je suis très content que les entreprises aillent vers le fédéral. Bon. Ce qui fait que vous avez aux pages suivantes les deux déclarations que j'ai faites le 1er juin 2020, le courriel, et puis celui du 24 mai. Et à ce document-là, je trouve aussi la résolution type pour l'utilisation. Question, M. Lambert, c'est vous Dobrun, une question. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai besoin de 50 000. Est-ce que je pourrais arriver puis aller au programme fédéral pour 40 000, puis me retourner puis aller chercher rien qu'un 10 000 au programme québécois? Oui. Vous avez des besoins de 75 000, vous pouvez aller chercher 40 000 au programme fédéral de 35 000. On n'a pas eu ce genre de programme. Mais il est possible de le faire. Oui. Aller chercher le meilleur. Oui. L'entreprise a aussi un autre choix au niveau provincial, au niveau québécois, c'est de s'adresser à Investissement Québec. Parce que dans le programme d'urgence, la limite est 50 000. 50 000 et plus, c'est Investissement Québec. Ah, OK.
peut-être avec les mêmes conditions, Bah, programme, ce qui fait que les grandes entreprises, par exemple, ça fait pas ici, là. Si jamais les ou leur asset ont ce genre de besoin. Mais supposons que leur besoin de 80, oui, en principe, ils pourraient dire, je vais aller chercher 85 000. Ils pourraient aller chercher 40 000 programme SAR fédéral et 40 000. M. Brooks, Monsieur Lambron, je suis très content d'entendre qu'on guide nos entreprises dans la bonne direction, mais en parallèle, c'est du fait que le programme qu'on nous accorde pour mettre en place dans notre région a des conditions qui sont beaucoup moins favorables que ceux qui sont disponibles ailleurs. Donc, il faut poser la question des évidents. Il faut poser la question de l'économie et de l'innovation. C'est lui qui a mis en place ce programme-là. Nous, on était porteur de valeur. puis moi, je trouve que pour mêler les affaires encore plus, là, le fédéral a pris la même appellation phare, là. C'était le programme québécois, là, il n'y a pas si longtemps, là, on en parlait tantôt, ça a été changé pour le Fonds des régions de la ruralité. Là, c'est pas du programme fédéral, ça s'appelle phare. En tout cas, ça, c'est un détail, mais en plus de s'appeler phare, il est encore plus permissif. Puis, je pense que les entrepreneurs ont juste peut-être pas rien qu'on est parti avec 24, qu'on finit avec. Aujourd'hui, on est à 7, ça va baisser encore. Je vois des choses. Ouais, mais moi, je vois aussi inattendu que l'entreprise l'envisage de déposer à votre dernier attendu sur votre. C'est le prochain point. C'est dans le prochain point, dans le 0. Oui, mais ça va se faire avec. OK. Autrement dit, il nous en reste, on en passe une entreprise ce soir, il en reste d'autres à venir. Mais ce que je veux dire, vous allez voir tantôt que dans la résolution de l'entreprise qu'on passe ce soir, il y a un attendu qui dit que l'entreprise va aller déposer une demande dans le programme phare fédéral. Et que si ça fonctionne, on abandonne celui-là, on abandonne le programme québécois. La résolution qu'on va passer va devenir à 2. Monsieur Lapierre. C'est la même chose que mon collègue a dit, le président américain, c'est une excellente chose orientée vers une meilleure. Et dans cette optique-là, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte actuel, il y a des programmes différents qui répondent à des besoins différents. C'est totalement normal. Ce ne soit pas deux programmes qui soient similaires, parce qu'à ce moment-là, donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que le programme québécois semble un peu moins avantageux. Mais en même temps, de toute façon, le gouvernement fédéral peut travailler ensemble. Et les deux sont payés sur les autres. Mais là, à partir de ce moment-là, effectivement, là, il y a quand même une forme de solidarité accessible dans ce contexte-là, c'est une excellente chose. Et ça permet juste aux gens d'avoir le meilleur pour leurs besoins. Exact. Mais ça veut dire aussi que les deux gouvernements travaillent ensemble et offrent la même chose. À peu près, pourquoi que ça aurait pu être aussi que le gouvernement québécois soit aussi généreux dans ses programmes que le gouvernement fédéral. De toute façon, madame, je suis d'accord avec ça, c'est un problème. 400 millions. Depuis la Confédération, on appelle ça le pouvoir de l'étranger fédéral. On est vraiment dans votre... C'est toujours le même citoyen qui paye. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça, c'était concernant l'état de la situation. Je termine en disant, ce soir, en toute sincérité, attendez de vous en présenter. C'est pour ça que j'avais dit, on va dire, vous présenter attendez de vous en présenter.
Voilà les résultats. Je peux vous dire que l'équipe a travaillé très fort. Les suivis ont été faits, les représentations ont été faites. Comme j'expliquais à l'équipe, on est dans le domaine CQFD. CQFD, professeur d'école, ce qu'il fallait démontrer. On aura trouvé. On aura démontré la non-faisabilité de ce programme, tout simplement. Mais un jour, on aura un chèque à faire à Québec, dans les centaines de milliers de dollars. Là, Madame Gagnon? Oui, j'avais une question pour M. Lafont. On va travailler sur ce programme-là et on va réduire nos activités par rapport au Est-ce que c'est possible de redémarrer? oui, le mot est relancé, là, le mot est passé justement à Joanne, de redevenir actif. Le FSU, surtout aux entreprises, et aussi la SCA. C'est tout un ensemble de programmes qu'on a pour le mot est passé. Monsieur Anderson? Anderson, le programme du 40 000, c'est que le premier 30 000 qui a fait, il y a 10 000 en 2022. Ça va pas, le date. Ça, c'est ça. Si tu n'as pas ça, tu reviens de 30 000, là, ça te donne des conditions sur 2 autres années. Jusqu'en 2021. Le maximum que vous avez, c'est au 31 décembre 2025. C'est un prêt qui est 15 %. Si au 31 décembre 2022, tu as payé 75 %, OK, tu as payé ton 75 %, ben le reste, c'est un cadeau. Disons-le, c'est un cadeau de subvention. C'est ça. Et même à l'automne que tu ne payes pas, c'est... Même si tu ne fais pas, les démarres avant. En tout cas, le remboursement complet est au 31 décembre 2025, mais ça reste que c'est prime rate plus... C'est bon? Alors, en 6.01, pour les autorisations complètes, alors, il s'agit d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier conclure un contrat de prêt en bain Mexico Saint-Laurent, comme les créanciers, et la firme de fleurs Entrée, qui est située au 131 rue Châtelier, Huntington, Québec. C'est l'emprunteur pour un montant de 6 000 aux conditions suivantes, un taux d'intérêt de 3 %, un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts, et un moratoire additionnel de 3 mois sur le capital, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de 6 mois sur le capital. Il s'agit aussi d'autoriser le directeur général à signer au nom de l'Université du Haut-Saint-Laurent le dit contrat de prêt et de prendre les mesures nécessaires pour procéder des déboursements, puis au remboursement de ce prêt par l'emprunteur aux créanciers. Et aussi, demande-t-il le directeur général et secrétaire trésorier pour procéder aux réductions de compte tributs au contrat entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation en lien avec le présent. Et je vous rappelle, le dernier attendu, que l'entrepreneur va envisage de déposer une demande au programme fédéral et si l'advenait qu'il soit retenu, une fois dit qu'il y a une réponse favorable, la présente résolution deviendrait qualifiée. Alors, c'est proposé par M. André Brunet. OK, et appuyé par Mme Cameron. Merci. Au point 7, contrat en 7.01, attribution de contrat d'ingénierie pour asphaltage de la piste cyclable. Alors, on se souvient que la MRC du Haut-Saint-Laurent, on a obtenu une aide financière du Fonds d'appui au rayonnement des régions, volet MRC, pour l'asphaltage environ 4,8 km de la piste cyclable, pour la section en limite de Sainte-Martine et 13 Saint-Sacrement
régional Sevedo-Gawé du parc régional Eco-Nature du Haut-Saint-Laurent. Alors, la convention d'aide financière a été signée par M. Lanfron le 25 mars 2020. Il était prévu dans la demande de financement de faire préparer les plans et de vivre pour appel d'offres par une firme d'ingénierie. Chalet Groupe Conseil de Salaberry validé leur suivi d'offres de services professionnels et préparer les documents d'appel d'offres le 28 mai 2020 au montant de 21 267 et 38 taxes incluses. Et ici, je recevrai une proposition pour distribuer le contrat à Chalet Groupe Conseil. Monsieur Fox en fait la proposition et Monsieur Lapierre. Au point 8, c'est la correspondance. Allô? Louise? Oui, Louis, j'ai une question. C'est Agnès. Agnès? Oui, j'ai deux petites questions. Ah, OK. Est-ce que c'est le temps de demander? OK. Un, c'est il va faire l'évaluation jusqu'à Howick, le montant. Puis s'il reste argent, il va aller plus loin. Ici, là, il s'agit tout simplement, d'aller chercher, de produire des plans et devis. OK. Et la rédaction de l'appel d'offres pour l'appel d'offres. On n'est pas au niveau de la réalisation des travaux, là. Non. La première étape, on verra ce qui restera comme argent, là, si jamais il en reste en vertu du programme. OK. Je vous rappelle que le budget total, c'est autour de 440 000 OK, c'est beau. J'ai une deuxième question. Il y a beaucoup de camions tracteurs qui prennent le lab. On demandait l'ESCU de vérifier ça, mais il dit qu'il faut donner des tickets parce que c'est le MRC qui prend soin de ça. Il dit qu'ils ont besoin d'adopter un bylaw, mais peut-être que c'est pas ce soir on discute ça, mais en tout cas. Il y a deux éléments qu'on est en train de regarder, Mme Lequel. Oui. D'abord, il y a toute la question de la circulation disons, illégitime sur la piste cyclable. Il va falloir en tenir compte dans l'élaboration des plans de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la capacité pour la Sûreté du Québec de donner des infractions, parce que là, une fois qu'elle sera actualité, on va s'entendre pour respecter ça. La capacité pour la Sûreté du Québec de donner des infractions pour non-usage de la piste cyclable. Actuellement, il va falloir adopter éventuellement une résolution à cet effet-là, parce que la Sûreté du Québec n'a pas de pouvoir actuellement là. Ça fait partie des choses sur lesquelles on planche. OK. Bon. C'est beau. You are unmuted. This is Deborah Stewart. I would just like to say that I want on there that I oppose it. I'm against putting money into this. Okay, Deborah. Okay, thank you. Permettez-moi de revenir sur la question des traverses de la piste cyclable. Parmi les mandats qui vont être donnés à l'ingénieur, comment s'assurer la capacité pour les producteurs agricoles qui ont des propriétés de chaque côté de la piste cyclable de pouvoir traverser tout en assurant la sécurité, tout en assurant le maintien de la piste. Ça fait partie des préoccupations qui seront données à Chalet. Bon? Ça répond, Mme Lequel? Oui, OK. Au point 8, correspondance. Alors, on va passer rapidement à travers la correspondance. Le ministère, le MTQ, le ministère du Transport du Québec, qui nous verse le dernier montant, le versement final de l'aide financière au niveau de
de 1 000 un programme d'aide au développement du transport collectif va les deux sections études des besoins et faisabilité. Alors, il reste un montant de 1 000 à verser, et c'est lui qui l'a fait. Ouais, 8.02, ministère des Affaires municipales, à cause de la pandémie, dans le contexte de la COVID-19, eh bien, il donne, concernant je cherche le nom, le programme pour la légalisation du cannabis, c'est ça? Pour la promotion de la légalisation du cannabis. Le ministère des Affaires municipales, ben, il nous donne un délai additionnel de 6 mois compte tenu de la COVID, parce que peut-être que plusieurs municipalités auraient été ralenties, et ainsi de suite. Et le directeur général recommande de conserver notre chantier, notre calendrier, et de pas prolonger ça jusqu'au 30 juin 2021. En 8.03, c'est encore le ministère des Affaires municipales. Oh, M. Anderson. Je ne sais pas si je suis un peu partie prenante à l'écart de ma question. Nous, on a reçu un montant que les frais engagés à cause du COVID supplémentaires. On a eu un 2 000 $. Est-ce que les autres municipalités ont des choses? On l'a déjà reçu le chèque. Puis j'ai demandé à d'autres instances, mais sinon, ça ne va pas non plus dans d'autres MRC. En tout cas, je suis posé de me renseigner de... On vous félicite. Ah, d'accord. Vous pourrez peut-être Vous demeurez dans votre section de la MRC. 8.03, un autre correspondant des affaires municipales, c'est le Fonds des régions et municipalités, volet 3, signature innovation. Vous aviez la lettre, mais aussi un petit document comme ça qu'on vous a joint. OK, c'est le dépliant en fait du programme, ça s'appelle Partenariat 2020-2024. C'est le Fonds des régions et de la ruralité. Donc, notre MRC bénéficie d'une enveloppe annuelle de 228 192 $ pour 5 ans, un total de 1 144 460 pour la période de 4 ans, de 2020 à 2024. Le volet 3, vous l'avez dans le dépliant que je vous ai remis. C'est le projet de signature d'innovation des MRC. Alors, il va falloir qu'on trouve une signature pour la MRC du Haut-Saint-Laurent, sur laquelle il faudrait qu'on pourrait travailler. Il y a 228 000 d'injectés là-dedans. Le 16 juin, M. Lanfron et moi-même, on rencontre les représentants du ministère des Affaires municipales, la direction régionale de la Montérégie, et on va avoir plus de détails sur ce volet-là. Et c'est ça, on va voir comment on va articuler le tout. Mais c'est sûr qu'on vous revient parce que le volet de signature MRC, mais ça regarde toute notre MRC. Il va falloir trouver quelque chose ensemble. On a déjà des idées, mais il va falloir qu'on se trouve ensemble. Madame Gagnon? J'avais une question aussi. savoir le montant de combien de volumes. Oui, bien, le programme dit que la part de la MRC est de 20%. Donc, pour 1 million, si on y va sur une base annuelle, c'est 228 692, il faudra l'accoler, je veux dire, par rapport à la qui fait un total d'environ 278 273. Ça répond, Madame Dallot? Oui, connaissance. Oui. Moi, personnellement, j'ai aussi
que M. Brunette, après ça, qui veut prendre la parole. J'ai été sur le site et j'ai aussi imprimé l'entente qui a eu lieu concernant ça, entre la FQM, Fédération québécoise des municipalités, l'association aussi, la DMQ, la Ville de Québec, la Ville de Montréal et le gouvernement. Et là, c'est encore plus expliqué. Ça, c'est le dépliant du gouvernement, mais j'ai aussi imprimé l'entente pour mieux comprendre. C'est qu'on pourra s'en jaser dans une autre rencontre. D'ailleurs, on se voit dans 2 minutes. J'ai M. Brunette qui veut prendre la parole. Oui, merci. Peut-être j'ai pas compris dû au fait que l'audio est pas des meilleurs, mais peut-être séance tenant, vous avez reçu des documents. Les maires ne sont pas présents ce soir. Vous pouvez les expédier. Peut-être que c'est une mention antérieure, je ne sais pas. Tous les documents, M. Brunette. Je me suis assuré que tous les documents qui sont ici sont déjà en vos mains par Internet, par courriel. OK. Très apprécié. Est-ce que j'ai d'autres interventions? C'est une correspondance. Une dernière, il y a deux dernières correspondances au ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, vous vous rappelez que suite à une intervention, là, il y a à peu près 2 semaines, on a écrit au gouvernement concernant notre inquiétude à voir ouvrir les terrains de camping, dont, entre autres, celui du lac des Vins et le bon docteur Arruda du pays. Et il nous a dit que, je vais rien citer une phrase dans sa correspondance du même spécifique. Soyez assurés que les autorités de santé publique ne recommanderont pas la réouverture des terrains de camping si les risques sont trop importants et qu'ils puissent engendrer une recrudescence significative de la propagation du virus. Ça, c'est écrit ça le 26 mai. Et au moment où on se parle, tous les terrains de camping au Québec sont ouverts. Et on va en parler un petit peu plus loin tantôt, mais voilà, quand la direction de la santé publique prend en haut, quand le gouvernement prend des décisions, c'est assez difficile après ça d'arriver localement et être à l'encontre de la directive gouvernementale. 8.05, c'est une correspondance de 13 assurances qui donne son appui à la municipalité de Franklin dans leur demande de contrôle de cette situation routière et aussi le Franklin demande d'augmenter les contrôles et la surveillance des routiers par la Sûreté du Québec. Au point 9 de Varia, alors parlons-en des terrains de camping. Les terrains de camping en 9.01, état de la situation. Et là, on va parler surtout du terrain de camping Lac des Pins, parce que vous savez, le terrain de camping Lac des Pins qui est situé dans la municipalité de Franklin, c'est le deuxième plus gros terrain de camping au Québec, 1200 sites. C'est quand même beaucoup de monde. C'est peut-être une augmentation de la population entre, je pense, j'exagère à fond, entre 15 000 et peut-être 20 000. Dans ces eaux-là, que la population augmente de ce chiffre-là, donc ça fait beaucoup de monde. Évidemment, c'est pas tous du monde dans un rayon de 25 km, ça vient bien beaucoup plus loin, peut-être même proviennent des zones chaudes. Ça fait que, comme on a dit tantôt, on est ici au premier ministre qui nous a répondu par la voix de son directeur de la santé publique, le docteur Arruda. C'est ce matin, non, hier matin, M. le maire Douglas Brooks a rencontré les propriétaires du terrain de camping du lac des Pins. On pourrait laisser Douglas nous dire un peu ce qui s'est passé. On en a parlé aussi à notre
conférence téléphonique avec Mme la députée matin également. Et on a reçu enfin, on a ajouté aussi une résolution de la municipalité de Armstrong par rapport au lac même qui l'avait dans nos documents. Donc, et aussi, oui, il y a eu un reportage à Radio-Canada qui a été réalisé avec par les journalistes de Radio-Canada, avec différents intervenants, dont M. le maire de Armstrong, les propriétaires du terrain de camping, Mme la députée Isabelle aussi qui apparaît dans le reportage, et des campeurs, et aussi des citoyens et des citoyennes non campeurs qui sont inquiets. Ça fait qu'on va vous présenter ça tantôt. Après la fermeture de la séance extraordinaire. Mais dans un premier temps, je donnerai la parole à M. Brooks pour un peu comment ça s'est passé avec les propriétaires du lac des Pins. Bon, juste pour commencer, hier matin à 9h, j'ai rencontré Sophie et Nancy Rochefort en présence de notre directeur général, M. Mona. On a eu une bonne rencontre. On a vu que Richard Rochefort, ils sont très proactifs dans leur démarche suite à cette décision du gouvernement de rouvrir les campings. Ils partagent les mêmes inquiétudes que la population locale. Ils vont suivre le guide qui a été mis par Camping Québec, qui date du 25 mai, qui était en place prêt pour les campings lors de l'annonce le 27 mai. Qui, en plus de ça, ils ont monté un contrat social avec leurs campeurs qui demandent aux campeurs de faire presque la même chose que la résolution d'Ormstown demande, à ce que les campeurs ne fréquentent les villages, les commerces à voisinage le moins possible. Je pense que ça serait pertinent, que ça ne serait pas juste le lac des Pins. On a plusieurs campings sur le territoire de la MRC. Au fait, le cumul de tous les autres campings fait un autre camping lac des Pins. On parle de 2400, si vous voulez, emplacements. Puis je pense qu'ils ont tous un devoir de s'assurer que leurs campeurs viennent camper et que l'intégration dans notre société locale soit suivie, puis aussi que les recommandations des filles Rochefort, que ça soit applicable par tous les campings. Pas juste le camping. On peut savoir ça. J'ai pas la version finale. Madame Rochefort ont dit qu'il y avait une version finale. Je vais juste corriger le français plus ou moins. Là. Mais je peux vous lire une partie qui est la partie pertinente. On parle d'achat local. Ça fait partie juste avant la signature du campeur. Ça dit, vous devez faire vos achats dans votre municipalité avant d'arriver au camping. Vous ne devez pas aller ni aux pharmacies, ni aux épiceries, ni aux quincailleries, ni aux restaurants, ni aux hôpitaux, ni aux banques et ni aux magasins de la région. Toute personne confirmée positive à la COVID-19 ou qui croit avoir été
ou qui croient avoir été en contact avec une personne déclarée positive ne peut se présenter au camping. Si vous développez les symptômes de la COVID-19 alors que vous êtes en camping, vous devez quitter les lieux pour vous rendre dans votre région. Et ça prend la signature du campeur en bas. Moi, je pense que ce contrat social devrait être appliqué dans tous les campings de notre NRC que je fais la proposition. À la conférence téléphonique, les jumelles Rochefort, les propriétaires, Sophie et Nelly, sont intervenus et nous ont parlé. Ceux qui étaient présents, Mme Gagnon, M. Lapierre, ceux qui étaient présents à la conférence téléphonique de mardi. Ils ont parlé, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble qu'ils ont dit à la conférence qu'il y avait à peu près 50% des campeurs qui ont décidé par eux-mêmes de ne pas venir au terrain de camping. Parce que les campeurs, ce 50%-là, prennent la situation au sérieux et par mesure de précaution, de prévention, ils ont décidé de ne pas se rendre à leur terrain de camping. Présentement, mais peut-être même pour tout l'été. C'est à voir. Sûr que je me semble que j'ai compris aussi que les cadets de la police de la Sûreté du Québec vont aussi prêter main forte à ce que soit respecté ces règles-là, parce que moi, c'était la question que j'ai posée à Sophie et à Nancy. Comment vous allez faire, parce que c'est tellement gros cet endroit-là, comment vous allez faire pour gérer ça? Ça va peut-être être un petit problème, mais ils vont sûrement trouver la solution, puis soutenue par la Sûreté du Québec, et ça va aider aussi. Ils ont parlé de ce que M. Bourg vient de dire, du contrat social. Et je pense que les blocs sanitaires, les grandes salles, les lacs, il y en a 2 ou 3 là, sur ce terrain, ce camping-là, tout ça c'est fermé. Ça fait que vous corrigez qui ont dit que les visites, parce que bien souvent, quand tu es un campeur, tu reçois ta visite, tes amis, et puis là, tu te rends ton terrain de camping. Tu es là, mais tu n'as pas le droit de visite. Ils n'ont pas le droit de recevoir des amis ou de la famille. Et évidemment, on a mis ça aussi que quand tu pars de ta région, tu arrives avec des victoires et tu es autosuffisant. Tu ne commences pas à aller dans les autres dans les magasins du coin. Et j'ai demandé à Sophie et à Nancy si elles connaissaient le pourcentage, la provenance de leur campeur, par exemple. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire que sur les 1206, ben, j'en ai 50% qui viennent de l'île de Montréal, zone chaude. Et ils ont dit que ça représente à peu près 20%. 20%, que les autres, ça vient pas mal de la région. Ça peut venir de Longueuil, ça peut venir de ces endroits-là. C'est à Longueuil, c'est comme la 3e zone chaude après Laval, là. Fait que, mais ils ont dit que c'était là comme un rayon de 1 heure, parce qu'aujourd'hui, les campeurs veulent pas faire beaucoup, puis ils ont hâte d'arriver à leur terrain de camping. Ça fait que c'est ça, j'ai demandé aussi si le bon docteur Arruda avait décidé de fermer les terrains de camping pour l'été. C'est une année sans terrain de camping. Est-ce que ça vous aurait aidé? Ils ont dit que ça les aurait aidé énormément. Que elles, plutôt, étaient vraiment convaincus que le terrain de camping, que les terrains de camping, surtout de leur grosseur, étaient pour être fermés pour l'été. Ils ont eu, leur mère est malade. Ils n'ont pas le goût que le virus se propage camping, c'est un peu
a l'âge de 15 ans, que tous nos étés, on travaille au terrain de nos parents, c'est maintenant notre terrain de camping. On aurait bien aimé avoir un été en congé. Fait que, bon, en tout cas, c'est pas facile pour personne. Puis, moi, j'ai voulu leur dire aussi que la MRC du Haut-Saint-Laurent, avec eux, mais avec tous les terrains de camping, on est en mode solution puis d'entraide là-dedans. C'est sûr que notre population craint, on a peur, mais à la grandeur de la province, à la grandeur de la planète, tout le monde craint. Mais il s'agit juste d'essayer de cohabiter ensemble. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur la pierre, Mme Gagnon. C'est ça. Moi, je pensais à la 50%. Ouais, vérifier des implication très importante par rapport à la sécurité. Elle se sent concernée. Monsieur Lapierre? Faire attention aussi un petit peu quand on dit ça, 25 000 directions de Montréal. C'est ça, c'est les campeurs, les quand on parle de 15 à 20 000 personnes, il y en a plus de 50 000 30. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas insuffisants. Non. Quand c'est ce dont ils ont à peu près 5 000 personnes, ou d'être 15 à 20 000. Oui. Qui quand même beaucoup, mais beaucoup moins de musulmans. Donc, en théorie, les campeurs sont conscients de ça. Par contre, dans la pratique, et on pourra en parler sur les 4 par la suite, il y a des exemples où vous pouvez voyer dans la majorité de méthodes de OK. Alors, ça fait tout pour ce point-là. Madame Rose, c'est Madame Cameron. Le reste, ils parlent de le camping, ils n'ont pas le droit de retourner pendant le festival. Parce que tout le monde, à la porte, à l'entrée, et dans leur nom, et en partant, c'est une affaire. C'est vraiment facile à faire. C'est vrai. On a une proposition sur la table, Oui. Moi, je vois ça. J'ai discuté un texte là-dessus. La seule chose, je demanderais comme instrumentation sociale, qu'elle sortait. Ça, moi, Si on veut le distribuer à tous les autres pour avoir un texte. Je devrais avoir le final de ce contrat social dans 24 heures. Parce qu'elles ont dit que leur terrain de camping ouvrait, il n'est pas ouvert, là, présentement. Même si les terrains de camping ont ouvert le 1er juin, le camping du Lac des Pins, c'est le 12 juin. Madame Gagnon? Je comprends, j'ai reçu la proposition. Par contre, les propriétaires privés, on peut leur substituer, mais on ne peut pas leur imposer. On espère qu'ils vont faire ouais. Moi, je ne connais pas les Moi, ce que je vais faire à notre camp de plus, on va transférer les groupes sociaux avec la révolution, je vais transférer ça. Ça peut faire partie de moi, au maire, mon nom. Allez voir au café. C'est ça que je voulais. Ça se passe. Oui. Alors, au point 9.02, barrage de Rivière-de-la-Guerre, état de la situation. Puis dans ça, Alors, on veut la vedette. Pardon? On a une vedette. Après la réunion, on va voir le... Alors, l'état de la situation du barrage de la Rivière-de-la-Guerre, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé. Mais que je vous avais dit qu'on avait eu la rencontre et que monsieur
le conseiller politique de Mme Monsieur Bonnet. de M. Bonin, mais c'est M. Blanchet, c'est du ministre de l'Environnement, M. Charette, était censé nous recevoir, faire une rencontre et faire avancer le dossier. Bon, il y a eu la pandémie, il y a eu la COVID-19, on comprend que ça l'a ralenti, plus que ralentir, ça l'a arrêté tous travaux là, un peu partout au Québec. Donc, je pense qu'il s'agirait de réactiver le dossier. On est à l'heure du déconfinement. On est en forme et on veut régler ce dossier-là, puis on veut le régler avant l'année prochaine. Hein? Au plus tard, nous autres, on a une échéance en tête, moi, je pense. Vous êtes, je vais voir avec votre réaction, mais je pense de ne pas me tromper si je dis que ce dossier-là, on veut le régler pour hier. Hein? C'est pour hier qu'on veut régler ce dossier-là. Puis là, comme c'est là, ça n'avance pas notre coup, disons-le. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de travail qui se fait. On n'est pas en train de dire que les gens ne prennent pas ça au sérieux. On n'est pas en train de dire que notre publicité ne nous soutient pas. Sauf que nous, on est plus exigeants que ça. On veut que ça avance. Et on pense que de s'en mêler, ça va avancer. Donc, c'est ça. Moi, je pense que on est rendu au point de réactiver notre dossier du barrage Laguerre, de la rivière Laguerre. Donc, je recevrai des réactions. Oui, M. Lapierre? C'est une bonne exposition. Sauf qu'effectivement, je me souviens de la dernière fois qu'on en a parlé. Et je me suis dit, la dette qui a été envoyée par le mois de janvier dernier, qui expliquait pourquoi la situation de ça était inacceptable. Et depuis 20 ans, c'est inacceptable. Depuis 20 ans, il se passe ça. Et qu'on a reçu un défi à la fois de notre ministère de l'Environnement que la propriété des barrages de la guerre n'est pas pour être remise en question. Donc, c'est complètement dehors de son demandé. Donc, dans ce contexte-là, de le remettre en marche, je dirais que c'est une priorité absolue. Pas juste une priorité, c'est qu'on avait décidé, si ma mémoire est bonne, en janvier dernier, qu'on donnait un délai de 3 mois. D'accord? C'est la manière de ça. Et là, on est rendu au mois de juin. Notre mandat se termine au mois de octobre de l'année prochaine. Oui. Si on veut que ce dossier-là, parce que ça va devenir un dossier légal, si on veut ce dossier-là avance, poser qu'on veut qu'il avance, ben, il faut prendre des mesures radicales et rapides. Puis je vous rappelle qu'on n'a toujours pas payé les droits de propriété au montant de 236 $ et qu'on risque d'être poursuivi. Ça risque de s'en aller dans les mains de juristes parce qu'on n'a pas payé les droits de propriété. Puis on va comprendre aussi pourquoi on ne paye pas les droits de propriété. Moi, j'attendrais pas que les juristes poursuivent parce que bon, finalement, les temps, ils vont regarder ça en temps. Les tribunaux légaux, les avocats. Donc, moi, là, dans mon esprit, c'est majeur. On peut parler depuis le début de notre mandat. On a fait des représentations depuis le début de notre mandat. On n'a pas avancé ici, on a même refusé parce que les gens nous ont dit je ne ferai pas de ce barrage. Écris-moi ça. Donc, dans mon esprit, on n'a pas avancé, on a refusé. Donc, là, il serait temps qu'on fasse quelque chose. Et qu'on prenne les deux qu'on avait dit, on était content d'ailleurs, on est budget, c'est d'autres choses qui sont pas dit dans des Je pense qu'on est à l'étape de prendre des actions. Il va falloir qu'on prenne des actions parce que il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de va-et-vient, de téléphones, de tout ça, puis on ne voit pas comment on a avancé dans ce dossier.
Monsieur Moretti? Merci beaucoup, Madame la Préfète. Je pense que la réunion de mois de mars, c'est des acteurs en lisant les menus. Je pense que l'action, c'est d'aller chercher un avocat. Et c'est d'aller à l'action envers cette élection. Je ne pense pas que c'est vraiment parce que ça serait trop problématiquement pour ayant des faits qui étaient à eux de notre part. Je pense qu'on devrait aller en action. Je ne sais pas si on est à l'étape de prendre une résolution, bien donc si vous voulez qu'on établisse un plan de match à une séance de travail. On se voit dans 2 semaines. On se voit le 17 de juin. Si à ce temps-là, je pense qu'il faudrait, soit dans l'intermédiaire de la rencontre, soit si à ce temps-là, qu'on puisse avoir une résolution des 17 juin stipulant que c'est notre prochaine. Et à cet égard-là, je suis assez d'accord avec M. Moretti. Relativement au fait que là, on est rendu à l'étape où il faut que on n'attendra pas de se faire poursuivre. Ils ne suivront pas, ils se mettraient dans le trou. C'est à nous à le faire. Et on a parlé. Je pense qu'on pourrait faire justement pour les Donc, après la fermeture de la séance, si vous permettez, après la fermeture de la séance, on va ouvrir nos agendas, puis on va arrêter une rencontre entre demain et le 16 de juin. Je ne vais pas donner ça ici. L'affaire, c'est que j'essaie juste de comprendre de quoi on parle. Une résolution pour donner un mandat à une firme d'avocat. Ben, c'est un des plus qu'on parle. Oui. Mais avant de faire ça, il faut juste s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Je pense que ce que Mme la Préfète dit, je suis d'accord avec elle, c'est qu'on ait une petite réunion juste pour dire tous sur la même longueur d'onde. Parce qu'on en a déjà parlé beaucoup. C'est juste de se remettre avant de passer avec un sujet là chaud. Dans la rencontre, oui, Une séance de travail. séance de travail avec un sujet. Moi, je veux bien, là, vous comprenez, avec la direction générale, me demander d'organiser une autre rencontre, 7 juin. On n'a peut-être pas besoin de direction générale, on a besoin d'avoir une rencontre en primaire. Avec la préfète, juste pour vérifier effectivement qu'il faut être en primaire. C'est une résolution qui quelle est la prochaine étape. Alors, on peut organiser une rencontre par Zoom, où là, débattre uniquement de ce sujet-là. Parce que moi, j'ai besoin d'orientation claire. Mais si on faisait une rencontre, oui, mais M. Lambron, si on fait une rencontre comme ça, là, ce soir, là, en personne, avec ceux qui veulent faire par Zoom, ceux qui veulent faire par conférence téléphonique, puis si on faisait une rencontre avec ce sujet-là uniquement à 6h30, à 7h30, tout le monde est parti, je crois qu'on pourrait pas faire ça. Alors, moi, ça me dérange pas. C'est juste que... OK, ça sera une convocation pour un sujet. Oui, mais c'est une séance de travail. Oui. On n'est pas obligé d'être formel. C'est une séance de travail. On coupe nos agendas. Et on l'avait pour le 10, maintenant, Ouais. mercredi prochain. Le 10 prochain, le 10 de juin, ce serait excellent. Écoutez, moi, j'ai quelque chose à vous suggérer. Nous sommes rendus au point 10, clôture de la séance. Ça prendra un proposeur. M. Lapierre propose la clôture de la séance et M. Reddy. Merci beaucoup. Pardon? Là, il faut s'entendre sur la date. Donc, Oui, on arrête